Salut à tous et bienvenue dans Long Live le débrief, le podcast de la longévité. Long Live parce que tout le monde veut vivre vieux, mais personne ne veut vieillir. Donc il faut faire des choix et il faut accepter les choses. On a parlé la semaine dernière de ménopause et beaucoup d'alimentation avec Laurence Aura qui était notre invitée. Et cette semaine, on débrief, on revient sur cette interview. On parle en fait de ce qu'on a ressenti, de vous aussi, comment vous avez ressenti cette interview, comment vous l'implémentez dans votre vie. Je suis donc avec David Ordono, journaliste, réalisateur et producteur de ce podcast. Salut David. Hello. Ça va ce micro, ça se règle ? Écoute, je sais pas, je suis en train de te voir là, mais bon, non, il est bien. Alors de quoi est-ce qu'on parle de ménopause donc ? Ouais. C'était bien que c'est comme ça qu'on a terminé notre entretien avec Laurence. Comment est-ce qu'on parle de la ménopause aux hommes, en couple ? Et donc comment est-ce que toi t'as reçu cette conversation ? Alors, on va y revenir parce qu'effectivement dans ce débrief on a l'habitude de revoir les choses de manière chronologique. Donc évidemment on parlera de la place des autres et de ceux qui l'observent et notamment des hommes, certainement plutôt vers la fin de ce débrief. Néanmoins, puisque c'est ma question malgré tout, donc voilà. Réponds-y s'il te plaît. Exactement, et que j'ai été spectateur. Ce qui est certain, c'est que c'est, jusqu'à preuve du contraire, un phénomène naturel qui touche une grande partie de la population mondiale. 14 millions de femmes françaises sont ménopausées à ce jour. Voilà, non mais je veux dire, tout le monde y passe quand on est une femme. Et pour autant, l'information, la conscience et le dialogue autour de ce sujet est quasiment inexistant, en tout cas dans notre société. On n'en parle pas, c'est pas quelque chose qu'on partage, c'est un sujet dont les femmes sont mal, peu informées, chacune doit un peu se débrouiller. Ça commence à être un peu plus ouvert, mais c'est pas normalisé, clairement. Donc ce qui est flagrant, c'est que ça concerne énormément de gens, la moitié de l'humanité, et en l'occurrence, on n'en parle pas assez. Ouais, c'est très tabou encore. Donc c'est cool, c'est bien d'avoir un épisode là-dessus. J'ai pris plein de notes. Un épisode qui n'est pas... c'était pas ultra structuré, mais voilà, c'est parce qu'aussi dans la conversation, on a eu plein d'idées. Donc je m'excuse, je pense que il faut que je mette un peu plus de structure dans ce genre de conversation. Mais alors, pardon de te contredire, parce que je suis pas d'accord avec tes excuses là. Parce que si c'est pas structuré, c'est que ça dit un truc. Déjà d'une part, ça l'était. C'est vrai. Mais c'est surtout que la ménopause, c'est un truc transversal, un phénomène de charnière où plein de sujets entrent en jeu. Vous avez parlé d'alimentation, vous avez parlé de libido, vous avez parlé de physique, vous avez parlé de sport, mais parce que c'est normal. Je veux dire, de la même manière qu'à l'adolescence, et vous l'avez dit, on mange différemment, on grandit différemment, les hormones se comportent différemment, la ménopause c'est pareil, et donc c'est pas que c'était déstructuré ce truc, c'est que ça touche énormément de sujets. Et justement, vous avez eu le mérite d'en aborder beaucoup. Donc, tu me rattrapes bien là, c'est gentil. T'as vu ? La bienveillance, c'est agréable. C'est moi. Dans ce que vous avez dit, vous avez tout de suite dit un truc qui est très important, c'est que quand on arrive à l'âge de la ménopause, ou entre guillemets, si on met la barrière des 50 ans par exemple comme une espèce de repère, elle dit, il y a encore 40% de sa vie à faire. Déjà, juste se dire ça, je trouve que c'est un petit truc à avoir en tête. C'est pas une fin. Souvent, la ménopause, c'est le spectre de plein de choses, et quand on se dit, mais attends, j'ai tout ça à dérouler encore. Évidemment, si tout se passe bien, c'est plutôt une manière optimiste. C'est une continuité aussi. En fait, il ne faut même pas le voir forcément comme une nouvelle vie, un nouveau chemin. Non, mais c'est il y a encore... c'est la poursuite en fait de la vie absolument normale. Et même, on a de la chance parce que toutes les femmes n'arrivent pas à 50 ans. Et donc, quand on y arrive et qu'on va poursuivre, c'est bien, c'est la vie, quoi. Ouais, bien sûr. Ça veut dire qu'on vit. Exactement. Et effectivement, au rang de tous les spectres qui planent au-dessus de cette période-là, évidemment, vous êtes rentré directement dans le sujet, d'autant que Laurence est spécialiste des questions alimentaires. Vous avez parlé du poids. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé, qui est une évidence, mais que je ne m'étais jamais formulé. Le poids, c'est un point focus tout au long de notre existence. Vous avez fait référence à la naissance. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on dit ? On donne sa taille, on donne son poids. Le focus sur le poids, il se cache, vraiment, le diable se cache dans des détails. Et pour moi, c'est un vrai diable que de focuser comme ça dès le début. Dès le début. Et même de toute façon, quand t'es enceinte. Enfin, tu vois, t'es enceinte, quel va être le poids de ton bébé ? On essaye d'estimer à peu près le poids du bébé quand il va naître. Il faut pas trop prendre de poids, sinon t'accouches d'un bébé trop gros. Après, bien sûr, tu vois, il faut quand évidemment même que c'est suivre important. ça, mais c'est vrai que c'est presque cristallisé un peu sur ce Une poids. valeur. Une valeur. Ouais, plus évidemment, que d'autres choses. Non, mais évidemment, elle est importante. Et là, moi, où j'ai trouvé ça quelque part assez touchant, c'est que quand les gens qui la consultent, et effectivement, en général des femmes, et effectivement, à l'âge où on doit faire face à ce phénomène de ménopause,
c'est des gens qui arrivent à 50, avec une vie d'injonction ou de rapport au poids, au corps, de troubles, de choses qu'elles ont entendues, qu'on leur a dit. Et le poids, eh ben, elles l'ont subi, elles l'ont porté, et ça a été un sujet tout au long de la vie, quoi. C'est incroyable, le poids de ce sujet, le poids. Absolument, et le poids aussi, donc du coup psychologique, comportemental, cognitif sur ce sujet. Et finalement, je trouve que dans l'interview, à un moment, elle revient juste sur le fait que depuis 200 000 ans, on a été sélectionné pour pouvoir résister à la famine, à des problèmes alimentaires drastiques. Et donc, on est sélectionné pour être les êtres humains qui stockent le mieux. Et que juste depuis seulement 60 ans, 70 ans, notre environnement a tellement changé avec surabondance alimentaire qu'on n'est plus vraiment adapté. Ou en tout cas, voilà, on réagit de cette façon. C'est tout, en fait, c'est tout. Ouais. C'est tout ce qu'il faut se dire. Et d'ailleurs, il y a aussi, d'un point de vue un peu évolutionniste, le fait que les femmes atteignent la ménopause. Il n'y a que 2 espèces animales, en fait, où on a évolué pour avoir des grands-mères. Donc, il y a les êtres humains et aussi les cétacés. D'accord. Voilà, il y a peu, finalement, de sociétés animales. C'est vrai, je m'étais jamais dit ça. On évolue où il y a des grands-mères mamies et des papis avec des rôles. Il n'y a pas de grand-mère tigre. Non, voilà, exactement. En tout cas, elles n'ont pas de rôle à jouer, non. D'accord. Et en fait, finalement, c'est parce que on a évolué avec la sagesse, finalement, des grands-mères, des grands-pères, mais dans une moindre mesure, parce qu'ils sont censés mourir plus jeunes, en tout cas, tant qu'il n'y avait pas la médecine, ils mouraient plus jeunes, maladie cardiovasculaire. Et les grands-mères apportaient cette sagesse et cette aide aussi au foyer, tu vois, avoir vraiment le côté un peu maternel qui continuait pour aider les mères à bien faire leur job. Et donc, on a un rôle, il y a un rôle en fait de la femme ménopausée malgré tout dans la vie, qui est cette transmission, cette sagesse, et qui reste quand même très important. On n'a pas du tout on n'a pas du tout évoqué dans notre interview. Mais c'est marrant, mais du coup, ça crée un vrai paradoxe. C'est-à-dire que cette personnalité-là d'une femme augmenter presque ou évoluer, enfin c'est un stade supérieur finalement en termes de maturité, d'expérience, elle a un rôle à jouer d'un point de vue sociétal, et pour autant, cette charnière-là que toutes les femmes vont traverser, elle est peu informée, elle est peu documentée, et on dit peu de choses. C'est dingue quand même ce paradoxe-là, finalement. Dans tout ce que vous avez noté, quand vous êtes rentré dans le sujet, vous avez mis le doigt sur un truc qui est important, parce que moi ce que j'aime bien dans vos échanges à chaque fois avec ces experts, c'est que vous remettez un petit peu les choses basiques en tête, et c'est hyper important. On n'est pas tous égaux en termes de métabolisme. Mais il y a des choses qui sont importantes à savoir le déclin dès 25 ans, la perte... C'est fou en fait, quand tu dis dès 25 ans, c'est-à-dire que c'est vraiment la prime jeunesse et après c'est le déclin. Donc en fait, il faut juste pas le voir, moi je pense même comme un déclin, c'est juste que c'est l'évolution de la vie. Ouais, c'est le process. Mais d'un point de vue métabolique, puisque c'était le terme, il y a cette forme de déclin. Et puis après, il y a un vrai step qui est la perte des oestrogènes. Là, ça devient encore plus dur. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu dis. Au lieu de voir ça comme une pente descendante, et ce que vous avez dit, c'est qu'il faut s'adapter. Et finalement, c'est la route normale, c'est le dessin de la route. Nous, on l'imagine avec une courbe qui descend. En fait, on n'est pas obligé de se dire ça. On est obligé de dire, c'est comme ça que c'est écrit, et il faut suivre. Il faut arrêter de penser au déclin, la route qui descend, ou toutes ces allégories de la flèche vers le bas. Que c'est plutôt le chemin, le continuum normal, en fait. Et l'accepter comme ça. Et j'ai beaucoup aimé les 3 A du début, là. Donc, c'est accueillir. J'accueille cette... Et donc, il y a cet ordre. C'est d'abord j'accueille. Ok, c'est ça. Je m'adapte. Comment je peux faire au mieux. Et j'accepte les faits. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans cette histoire. C'est ce truc de l'adaptation. Et c'est là où je voulais en venir en parlant de cette espèce de déclin qui est une caricature et qui n'en est pas une, mais cette évolution. Notamment d'un point de vue de l'alimentation. Et elle mettait le doigt sur un truc qu'on a tous entendu 1000 fois. Des gens qui ont changé physiquement, et notamment qui ont peut-être pris du poids, et qui disent « je ne comprends pas, je mange, je n'ai pas changé mes habitudes ». Et elle dit un truc qui est hyper intéressant, elle dit « mais attention, notre métabolisme, il évolue tout le temps, donc ne manger comme on mangeait il y a 10 ans ou 15 ans, c'est pas forcément une bonne chose. Oui. Il faut s'adapter. Mais tout comme tu manges pas la même chose quand t'as 20 ans que quand t'en as 5. Ouais, mais sauf que passer une barrière, passer les 30 ans, tu te dis ça y est, je suis un peu un adulte. Et en gros, l'idée c'est que je vais rester, j'ai trouvé mes petites habitudes, mon petit équilibre. Sauf que l'équilibre, c'est pas le même à 50 qu'à 30. En fait, vraiment, et d'ailleurs, je crois que c'est
Simone de Beauvoir qui le dit, hein, la vie, c'est le changement, en fait. Donc, si tu arrêtes de changer, c'est que tu ne vis plus. Ouais. Donc, voilà, il faut juste accepter qu'à 5 ans, tu manges comme ça, à 15 ans, comme ça, à 25 ans, comme ça, à 35 ans, 45 ans. Voilà, tous les 10 ans, c'est normal que ce soit toujours différent. Et finalement, c'est pas parce que tu faisais un truc qui fonctionnait bien quand tu avais 30-35 ans que tu peux continuer quand on a 45-50. Et bah, tu vois, moi, j'adore ces trucs parce que quand vous délivrez ce genre de message, j'ai à la fois le sentiment de me dire « Oh, mais c'est du bon sens ». Et moi, ça me débloque des trucs. Je me dis, moi aussi, et ça me dit qu'en fait, ce que je fais, c'est bien. Ça te valide finalement. Parce que comme on est tous ou un pas, peu à la recherche. Ou ça t'interroge, ou ça te dit, je fonctionne pas bien et c'est pas con. Mais en tout cas, c'est éclairant, je trouve. En tout cas, ça valide le fait qu'on soit toujours à la recherche de quelque chose de mieux. Parce que de toute façon, comme on change tous les jours, on a tous les jours besoin de quelque chose de différent. Ouais. Et j'aime bien cette idée de dynamique et d'adaptation. Et je trouve qu'elle est vraie par le prisme de la ménopause. Mais elle s'adapte à tous les terrains. Oui. Le sport, la santé, la nutrition. Exactement. Bien sûr. J'adore ça. Et les relations avec les autres aussi. Ouais. Et je trouve ça engagé en fait. C'est dynamique. Oui, et il n'y a pas de finalité. Et t'as pas un moment trouver le truc. Bah non, parce qu'après, en fait, ça peut encore changer. Finalement. En tout cas, tu peux le trouver, mais c'est pas une évidence qui durera dans le temps. Et voilà, et c'est un chemin. Tous les épisodes disent ça en fait. Tous nos épisodes disent que en fait on va apprendre, on va évoluer, on va changer. Et il n'y a pas de recette. La recette à un âge ne sera pas forcément la recette à l'âge suivant. Et j'aime bien ce truc. Et donc pour finir sur ce point, finalement, il n'y a pas de vérité, mais le milieu, c'est la nuance en fait. Ouais. Et c'est aussi le non-jugement. Enfin, je reviens sur cette notion de non-jugement. Moi, je l'ai vraiment ressenti dans le livre de Laurence, que je vous invite vraiment à lire. C'est vraiment ce côté, en fait, il y a plein de trucs qui marchent pour certains, d'autres pas pour certaines d'autres personnes. Et finalement, arrêtez de dire, il y a qu'à, faut qu'on fait ci, fait ça. Ouais. Non, en fait, on peut dire, voilà, pour moi, il y a ça qui a marché, peut-être pour toi, mais peut-être que ça va pas marcher pour toi. Et qu'est-ce que tu as ressenti, et ci et ça. Et ça, j'aime bien plutôt que haussement de sourcils, qu'est-ce qu'elle est encore en train de nous raconter, celle-là. Ouais. Et ça m'amène sur le point suivant que je m'étais noté, qui m'a étonné parce que c'est un truc qu'on entend très peu. Le rapport au sport, en l'occurrence, on en a parlé personnellement. Elle avec une phrase qui pour moi est une punchline un peu choquante. Le sport, ça ne marche pas sur elle. Elle se dit, mais je développe ce truc parce que ça fait un peu le sport, ça marche pas sur moi, alors que pour moi, je me suis toujours dit, le sport, ça marche sur tout le monde en fait. On peut revenir là-dessus, mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'elle dit, le sport, ça marche pas sur moi de manière générale. Si tu me fous sur un tapis en criant dessus, ça me plaît pas. En revanche, l'activité physique, oui. Faire des efforts, avoir de la marche active, faire du ski, puisqu'elle fait beaucoup de ski. Exactement. Donc voilà, ça rejoint cette idée d'activité physique, mais que chacun peut prendre et composer à sa sauce. De la même manière qu'il fait son assiette, l'activité physique, ce qui est certain, c'est qu'il faut de l'activité physique. Voilà. Et il faut quand même un cadre souple. Et ça, c'était pas mal aussi, cette idée de cadre souple, pas trop rigide. Qui n'est pas forcément celui du voisin. Certaines règles de bon sens, entre guillemets, mais pas non plus exactement à faire exactement la même chose chacun. Il n'y a pas un truc qui peut se dupliquer les uns sur les autres. Mais bon, voilà, il faut avoir une activité physique. Et puisque tu parles de cadre et de choses et d'injonctions, vous avez parlé évidemment des injonctions alimentaires. Et alors là, c'est pour une fois, j'ai noté un truc que tu as dit et sur lequel je me dis, ah non, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu as dit qu'il y avait trop d'injonctions alimentaires. Je peux comprendre. Oui, il faut manger bio, il faut manger local, je te recite, il faut manger des légumineuses, il faut manger moins et tout. Ok, mais alors moi, quand j'entends ça, je me dis, certes, on entend beaucoup de choses, mais rappelez que dans l'alimentation, il y a des trucs qui sont évidents et que si tout le monde fait, ça marche mieux. Manger moins de viande, de base, viande rouge une fois par mois, viande blanche, 1 à 2 fois par semaine. Les poissons, pareil, faire gaffe à ça, faire gaffe à la saisonnalité. Voilà, ça c'est un truc de respect aussi de l'environnement. Déjà, ça... Voilà. Et manger moins en quantité parce qu'on mange trop. Pas d'éléments transformés, bruts. Voilà. Je sais pas, 4-5 principes. Oui, non, mais si on applique ça, on n'est pas mauvais. Ça, mais on peut pas forcément tout le temps les appliquer. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas d'accord, mais non, mais quand ? Regarde, moi je pense qu'on peut inverser avec le sport. Okay. Tu vois, par exemple, moi je dis qu'il faut faire du cardio, du renfo, du stretch, pratiquement du sport tous les jours. Il faut quand même monter en intensité. Mais là, tout le monde va me dire, oui, mais on peut pas. Alors moi, je suis pas d'accord. Non, moi, je trouve que si, on peut et qu'il le faut, sauf vraiment quand on est malade. Genre, moi, là, ces 3 derniers jours. Mais sinon, tu vois, même hier, je suis allée courir 1 heure. Mais tu vois, et tout le monde après me dire, mais toi, t'es une extraterrestre. Non, mais c'est non. Mais je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord. Tu sais très bien quel est mon mode de vie et tu sais très bien que je suis pas addict au sport et tout ça. Néanmoins, quand je t'entends me dire ça, je me dis ben ouais, elle a raison. Et en fait, ce n'est qu'une histoire d'état d'esprit, de culture. Si tu as envie de faire du sport tous les jours, tu te débrouilles en fait. Le reste, les enfants, j'ai 2 enfants, j'ai un peu de travail, je fais plein d'autres trucs. Ben en fait, je peux le faire. C'est sûr que je peux le faire. Et bien manger, je peux le faire tous les jours. Et pour pas cher et machin, c'est vrai. Et quand j'entends, il y a trop d'injonctions, je trouve que oui, c'est un discours parce qu'effectivement, médiatiquement, on entend plein de trucs. Mais en fait, ça va quoi. Les règles pour bien se sentir physiquement ou bien manger, en fait, ça tourne autour de 3-4 préceptes à chaque fois. Mon propos, c'était plutôt qu'on entend un peu tout et son contraire. Ouais. Tu vois, si par exemple, clairement, concernant l'alimentation. Non mais on concernant entend l'alimentation, vous mangez que pas les gens... assez, on entend on mange Non, mais trop. attends, que les gens regardent ce que c'est qu'un régime crétois. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent savent certainement ce que c'est, le régime méditerranéen. Voilà, il y a 4 préceptes. Si tout le monde fait ça, on va bien s'en sortir. Je suis d'accord. Pas très compliqué. Fin du propos. Il y a un truc que j'ai aimé aussi qui était très tranché. Quand tu as posé cette question en disant ok, la ménopause c'est voilà, une épée de Damoclès, parfois un spectre et il y a plein de nouvelles choses qui nous attendent. Est-ce qu'il y a des solutions? Elle a répondu Non. c'est clair. Oui, Ouais, mais alors, j'aime bien justement. Non mais moi aussi j'aime bien parce que c'est vrai qu'on est un petit peu voilà, sous le joug comme ça des réseaux sociaux où tu vois beaucoup de trucs un peu à l'américaine. Faites ci, faites ça. Si vous faites 40% de muscu, vous aurez 25% en moins de sarcopénie. Des trucs comme ça. Bon, La sarcopénie étant la perte de masse musculaire. Voilà, c'est très américain, donner des trucs un peu chiffrés. Do this, do that. Ouais, les solutions. We want you. Exactement. Et en réalité, voilà, c'est complexe, c'est nuancé. Et on ne peut pas non plus donner tout le temps des A plus B égale C. Il faut aussi trouver chacun ce qui nous va, quoi. Et elle a dit un truc, donc et c'est exactement ce que tu dis et qu'on a entendu parfois dans d'autres épisodes, c'est il faut d'abord s'écouter. Et sur l'alimentation, c'est très vrai, Boris Ansel nous le disait, prendre le temps d'observer un peu ses comportements, ses habitudes, surtout quand on est dans nos âges et que quelque part il y a déjà des habitudes qui ont été prises et qu'on oublie un peu de se regarder, se voir, s'observer. Mais d'ailleurs, juste revenir sur cette interview de Boris Ansel sur l'alimentation et le manger moins, parce que je sais pas vous, mais nous. Moi vraiment, après avoir discuté avec lui, là depuis moins 10-15 jours, je me rends beaucoup plus compte du fait que je mange un peu tout le temps dans la journée. Ça nous a alertés. Hein. Ah mais vraiment. Et là, du coup, j'ai remarqué, j'ai quand même beaucoup moins mangé tout le temps. Tu vois, j'ai fait plus attention au nombre de prises alimentaires dans la journée. Du coup, j'ai eu moins faim. Vraiment sensation de ventre vide qui me fait du bien à ressentir finalement. Et j'ai eu beaucoup de bienfaits de manger moins. Eh ben, moi, j'ai eu exactement le même truc que toi. C'est-à-dire que depuis qu'on a fait cette interview, je m'observe, en fait, sans le vouloir. Et je me dis, mais waouh, beaucoup trop. Beaucoup trop. Oui, toi, sauf c'est qu'à le ta contraire. différence... Ah non, beaucoup trop. Je mange beaucoup trop. Sauf que à ta différence, je mange quand même. Je me dis, ah putain, c'est pas bien quand même cette part de galette. Ouais, bon, ok. Et je la mange. Et je me suis rendu compte que je dois faire 4 repas par jour, en fait, en cumul. Hallucinant. Donc oui, effectivement, ça a fait son chemin. Mais ce que disait donc Laurence, et ça rejoint effectivement ce que disait Boris, observez-vous, c'est déjà de là qu'on part. Et elle a dit une phrase qui t'a fait réagir, qui est, vous êtes l'expert de votre corps. Pas évident, vrai, mais pas évident non plus. Pas évident parce que c'est comme tout. T'as par exemple l'alimentation intuitive, donc voilà, vraiment être au gré de ses sensations. Mais quand on a perdu l'intuition, comment s'en rendre compte? Parce que, par exemple, moi j'en discutais 2-3 fois avec des personnes qui étaient encore en combat avec un surpoids. Ils me disent oui, mais moi l'alimentation intuitive, ça veut dire que je vais manger 17 crêpes au Nutella en fait. Parce que je vais en avoir envie tout le temps. Donc, parce qu'il y a des personnes qui ont perdu justement cette sensation de satiété, des gens qui sont en hyperphagie. Ouais, on ne sait plus quand on a faim ou quand on est rassasié. Voilà, exactement. On a plus donc, ses repères. Il faut retrouver un comportement et en lien avec le corps et pas avec ses habitudes en fait.
Et avec les stimulations, où tu vois, en fait, t'arrêtes pas d'être stimulé, on te propose des crèmes. Comme quand tu disais, tu passes dans un truc, ça sent bon, machin, tu dis que tu manges, mais non, en fait, tu manges pas. Voilà, juste parce que t'es passé dans le magasin, ça sentait bon. En fait, il y a tellement de choses. Donc, c'était en ça, tu vois, que je disais, il y a les injonctions de ci, ça. En fait, on entend tout et son contraire, on est dans un brouhaha permanent de sollicitations. Et donc là, il faut... Pour ça, la méditation aide énormément, en fait. Se rendre compte que où je suis moi sursollicité, voilà, où tu es respirer, se calmer, voilà, reprendre conscience de exactement ce qui se passe, où on en est et faire ses choix et prendre conscience, ce mot est hyper important sur l'alimentation. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je mange ce truc parce que j'ai faim ou pas? Moi c'est ce que je me dis depuis qu'on a fait les non, mais je le mange. D'ailleurs, il faut absolument qu'on fasse venir le docteur Buis, spécialiste de la méditation à Caen, dans ce podcast. Bientôt. Vous avez mis le doigt sur un truc que je trouve hyper important et fondamental et qui est en lien avec ce qu'on vient de se dire là. Quand on se parle de justement essayer de se comprendre, de s'écouter, de s'observer, elle a utilisé un mot que je n'avais jamais entendu dans ce podcast et que je trouve extrêmement puissant. Elle a dit qu'à un moment, il faut s'acculturer. Que quand on est au stade de la ménopause, et c'est vrai pour toutes les charnières de la vie et on l'entend pour plein d'autres phases de la vie, quand on devient parent, on admet, avant que l'enfant arrive, de se dire « on n'y connaît rien, il faut qu'on se renseigne ». Donc on lit des livres, on parle avec ce qu'il est possible d'entendre, on écoute des podcasts, on se renseigne. Parce qu'on a admis à ce stade-là qu'on n'a pas cette culture-là. Sur la ménopause, on le fait moins. Et une manière d'appréhender un changement de vie, c'est de s'acculturer et de l'accepter. Et je trouve ça hyper bien d'envisager une période de vie en se disant « Ok, je ne sais pas assez, donc je vais aller chercher de l'information. » Clairement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast. Exactement. Parce que je sens que je rentre dans ce chemin, enfin voilà, que je passe un cap de ce chemin de vie, voilà. Et j'avais besoin Qu'il y ait de la matière. D'avoir de la connaissance supplémentaire, en fait, sur cette période de vie qui n'est pas très adressée. Ouais, exactement. Clairement. Et je trouve ça super de se dire, ok, il faut s'acculturer, de se dire, ok, se je sais pas assez, donc j'y vais, je vais me renseigner. En parler plus. Hyper intéressant. Ouais, hyper intéressant. Puisqu'on parle de parler, et c'est là où vous en êtes arrivé, sur la fin de l'épisode, justement, sur l'entourage, sur le fait que bizarrement, et là, il y a encore un truc qui m'a choqué pour le coup, on dit qu'on n'est pas accompagné à ce stade de la vie quand on est une femme, alors que, en l'occurrence, toutes les femmes passent par ce stade de vie. Elle a dit, c'est un peu le dernier tabou. Alors, juste un truc à part, pour moi, c'est pas le dernier tabou. Des tabous, malheureusement, il y en a encore plein qui touchent la sexualité, qui touchent le genre, qui touchent juste le fait d'être une femme. Tu vois. Moi, je pense que chez les hommes, il y a énormément de tabous. Énormément. Notamment sur le fait de parler de ses sentiments, de ses ressentis chez les hommes. Bien sûr. La sexualité masculine, le fait d'être un homme deviendra un tabou bientôt parce que ça va devenir compliqué. Et il y a plein d'hommes qui vont marcher difficilement dans leur genre, dans leur profil, dans leur... Et ça va... Voilà, donc c'est pas le dernier tabou. Des tabous, malheureusement, il y en a encore. Et ça m'a fait pointer du doigt une idée qui n'a pas été soutenue mais qui est sous-tendue parce que vous avez dit, c'est que les tabous, en fait, elle a dit il faut le mettre à terre, c'est le dernier tabou. Moi, un tabou, en fait, quand j'ai réfléchi à ce concept, quand vous en avez parlé, un tabou, ça ne se met jamais à terre. Un tabou, comme je dis, l'homosexualité a pu être un tabou à une époque. Un tabou, il ne disparaît jamais. Un tabou, il se met à terre, mais il se maintient à terre. Si tu baisses la garde, il y a toujours... des gens qui vont revenir et contre lesquels il va falloir lutter. Voilà, il y a eu plein de tabous et plein de combats qui ont été menés d'un point de vue sociétal, ne serait-ce qu'à l'échelle de notre histoire à nous, qui reviennent parfois, parce qu'on baisse la garde. Voilà, la place des femmes, la sexualité, les questions de genre, aujourd'hui peut-être la ménopause, n'importe quoi. Ces questions-là, en fait, je crois que se dire, il faut les mettre à terre et il faut faire tomber ce tabou, c'est une erreur. Ça ne tombe jamais. Il faut marcher dessus et il faut rester dessus. Et le rappeler et continuer à parler de ces sujets-là. Parce qu'un tabou, ça ne meurt jamais. Ouais, je suis tout à fait d'accord.
C'est tout à fait vrai. Il s'énerve. Et c'est un tabou qui est aussi souvent un peu tourné à la dérision, Oui. qui est assez désagréable finalement. C'est même pas juste on met sous le tapis, c'est juste Oui, c'est presque un truc de ouais, joke. voilà, t'as chaud, t'as la ménopause, Ouais. et c'est rigolé. Comme et non c'est plus avec finalement les règles. pire. Les gens ont commencé à comprendre, et les hommes aussi, que la blague de qu'est-ce que t'as tes règles, par exemple. Oui. Ben, en fait, pardon, stop. Enfin, Lourdeur. stop. Mais non, mais on l'a tous vécu, on a tous entendu ce truc, quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là. Moi, ça m'a sauté aux yeux. On peut pas dire, en fait, voilà, il faut mettre fin à ce tabou. Un tabou, ça ne meurt jamais. Il faut le plaquer au sol, lui tordre le cou, mais garder ce truc au sol et veiller à ce que ça ne se relève jamais. Et donc, effectivement, il y a une partie de l'humanité qui peut aider à ça, c'est les hommes. Et donc, vous l'avez dit, forcément, ça a étonné personne, on se sent pas concerné par ce sujet-là. Ouais. On se sent pas concerné. Après, c'est aussi, je pense que beaucoup de femmes ont pensé que ça ne concernait pas les hommes, en fait, et donc non plus, pas du tout essayer d'ouvrir le sujet au foyer, quoi. Mais ça m'intéresse, moi, de savoir si les gens, et vous pouvez nous le dire en commentaire, par exemple, comment vous gérez ce truc. Moi, je me suis dit, parce qu'elle a fait un parallèle intéressant avec le management, par exemple. Elle s'est dit en réunion, si un manager dit t'as des vapeurs, il faut que tu ouvres ta fenêtre, machin truc, c'est très indélicat. La lourdeur. Non mais, je me suis dit, de la même manière qu'un homme, qu'un mari ou qu'un manager, en fait, considérer l'autre comme on considérerait par exemple un enfant qui traverse une période charnière, comme l'adolescence. Eh ben on va s'intéresser à ce qu'il est en train de traverser, essayer de comprendre là où il en est pour mieux l'accompagner. Eh ben il en va de la même manière. C'est pas parce qu'une femme a 50 ans qu'elle mérite pas, ou qu'un homme pour une autre raison sur un autre sujet, d'être accompagné et d'être compris. Et en fait ça fait de nous un meilleur manager. Considéré. Mais bien sûr, un meilleur manager, un meilleur conjoint, un meilleur père. Donc comment les femmes qui nous écoutent par exemple partagent ce sujet, ouais. Est-ce qu'elles le font? Comment vous le faites? Et comment les hommes, s'il y en a qui nous écoutent, font pour s'en emparer? Moi, je pense que c'est de notre devoir, à nous qui ne sommes pas concernés. C'est vrai pour la ménopause, c'est vrai pour tout un tas d'autres sujets. Il y a tout un tas de Sans sujets. être plaintif, mais... Pas du tout, mais juste de s'intéresser. Comment ça marche? Quand elle dit que dans les débats qu'elle fait, il y a 2 hommes pour 80 femmes, en fait, c'est un truc que nos compagnes, nos sœurs, nos filles vont connaître. C'est un truc qui nous concerne. Voilà. C'est pas parce qu'on le vit pas que ça ne nous concerne pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr que chacun a son rôle à jouer dans la situation pour la faire vivre, mieux la comprendre. Mais c'est fou qu'on se dise qu'on n'essaie pas juste de savoir de quoi il s'agit. Elle le dit en rigolant. À un moment, elle dit j'ai été un dragon. Et enfin, si ton conjoint ou ta conjointe à un moment change et devient un dragon, peut-être pas con de savoir ce qui se passe et ce qui se joue. Pourquoi Donc il faut que nous, les hommes, on s'en empare. Il faut que ça devienne un sujet. Oui, c'est sûr qu'il faut que ça vienne un sujet de famille, parce que, encore une fois, c'est aussi un moment où finalement, t'as pas forcément tes enfants qui sont partis, ils sont encore souvent là, et d'autant plus avec l'âge du premier enfant qui recule. Donc, tu vois, c'est-à-dire que quand t'as 50 ans, tes enfants, ils ont 15 ans, donc clairement, ils sont chez toi, quoi. Et puis, ils sont en âge de comprendre, de parler, d'échanger. Et aussi, ils sont en âge, tu vois, d'être hypersensibles, eux aussi, parce qu'ils sont dans cette transition de la puberté. Et donc, si t'as chacun un est dans enfant, sa charnière. voilà, c'est ça. Le mec est dans la crise de la cinquantaine. Tempérament complet, et la mère aussi. T'as le père au milieu qui est là, putain. Le père, il fait une petite crise de la cinquantaine. Exactement. L'explosion. Voilà. Donc, oui, il y a quand même. C'est un moment finalement où tu vois l'enfant à 15-16, la mère 50, le père aussi. Ça peut être des périodes de foyer très difficiles à vivre, où finalement tu vas en avoir un peut-être qui est plus grand. Tu vois, qui va se dire je me casse le plus vite possible de cette maison de fou, ou un autre plus petit, tu vois, parce que tu as eu un enfant peut-être à 38, voilà, il a 12-13 ans, il se demande ce qui se passe, tu vois, dans ce foyer de fou. Donc oui, il y a un apaisement à trouver et de la communication, en effet, à rétablir. Mais hyper important, parce que dans le couple, c'est hyper important, c'est un changement, c'est un bouleversement. Le bouleversement de l'un impacte forcément la cellule à 2. Donc il faut absolument dialoguer là-dessus. Et merci d'avoir pris cet épisode, parce qu'en fait, il concerne tout le monde, cet épisode. Il faut juste arrêter de penser que le problème de l'un ne concerne pas l'autre. Le problème, c'est pas forcément un problème. En tout cas, ce qui touche l'un ne concerne pas l'autre, forcément. Et le foyer, mais aussi la famille en général, quoi. Et ça peut même s'étendre aux copines, amis, collègues. Bien sûr. Voilà, de toute façon, on a tous besoin d'en parler, exactement de ce passage absolument normal. Ouais. Et ben merci d'avoir eu cet épisode, et c'est un passage, et c'est là-dessus que vous avez fini, qui est aussi l'occasion de tourner une forme de page, parce que c'est une séquence de vie.
qui se termine, mais c'est surtout une séquence de vie qui s'ouvre et vous avez fini là-dessus. C'est une période de vie dans laquelle il faut se projeter. Et ça, j'ai trouvé ça super. On sentait qu'il y avait un élan, qu'il y avait une dynamique possible à investir. On sentait l'énergie de Laurence. Et juste quand elle le disait, j'ai déménagé, Son je me suis mis à ça, je me suis mis au théâtre. Ouais. Il y avait une lumière. Tout à fait. Hyper agréable. Oui, même du ton de sa voix différent. Franchement, j'ai trop hâte de vivre la ménopause. Mais en tout cas, toi, t'avais une énergie là aujourd'hui dans ce débrief. Mais non, mais parce que je trouve ça hyper important en fait, et je trouve ça beau en fait de se dire que des sujets qui ne sont pas forcément communs à toute l'humanité concernent finalement toute l'humanité. Et je trouve que c'est dingue d'avoir des sujets aussi évidents qui impactent à ce point nos quotidiens, dont on se désintéresse ou dont on détourne le regard. C'est pas possible, ça, c'est plus possible. Ouais. Et du coup, je suis hyper motivé parce que j'ai trouvé que cet épisode que vous avez fait, là où toi t'as entamé le truc en disant c'est peut-être un peu structuré, bah moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses et que c'était très utile. Oui. Alors n'hésitez pas à vous fournir ce livre, Révolution Ménopause, parce que donc voilà, avec Laurence, on a beaucoup parlé du côté plus comportemental et psychologique de cette période, mais elle donne aussi beaucoup vraiment de pistes, notamment autour de l'alimentation, qui est quand même sa spécialité puisqu'elle est diététicienne, sur certains aliments à choisir ou à favoriser pour passer au mieux certains symptômes. Merci David. Ben non, mais merci à vous, c'est trop bien. Merci à vous pour votre écoute toujours plus enthousiaste de Long Live. Merci à toi David de dynamiser aussi ce podcast grâce à tes interventions toujours très justes et très intéressantes. Grand plaisir. Soignez-vous bien, faites du sport, pas trop, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.